Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Samedi, lors du Salon de l'agriculture de Paris, le président Emmanuel Macron a été pris à partie sur sa réforme des retraites. Des manifestants ont exprimé leur opposition à sa réforme et ont également mis en doute le bilan climatique du président, accusant son gouvernement d'inaction. Certains d'entre eux ont été violemment interpellés par le service de sécurité du président. Samedi, alors qu'il visitait le salon de l'agriculture, le président Emmanuel Macron a été vivement critiqué pour sa réforme des retraites. À l'hôpital, est-ce que vous voyez une infirmière à 64 ans vous soigner, monsieur Macron? Non, ce que je veux, c'est qu'on puisse penser les fins de carrière. Le président a également été abordé par plusieurs jeunes qui ont mis en doute son bilan climatique et accusé son gouvernement d'inaction. Je suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas parce que là on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça. Plusieurs d'entre eux se sont fait violemment interpeller par l'important service de sécurité du président. Une honte. Celui-ci, tiré par les cheveux et plaqué au sol, avait tenté d'affronter Macron au sujet de la précarité énergétique. Emmanuel Macron a par la suite répondu en défendant son bilan et en lançant une invitation aux jeunes qui s'inquiètent pour l'environnement. Il ne faut jamais être dans la violence et il faut toujours être dans le dialogue. Donc moi j'invite ces jeunes, ce jeune en particulier, celles et ceux qui sont venus, il est parfait de la violence verbale aussi, ceux qui sont venus m'interpeller, à venir dialoguer à l'Élysée. Moi je suis pour le dialogue avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs par le dialogue et le respect qu'on arrive à construire des solutions. D'autres ont cependant soutenu et remercié le président. Moi j'ai croisé beaucoup de gens aujourd'hui dans le salon qui m'ont dit « Tenez bon, nous on a besoin de la retraite » et qui aujourd'hui soutiennent une réforme qui consiste à mettre fin à des régimes spéciaux dans des métiers qui sont objectivement beaucoup moins pénibles et où il y a des congés payés et des jours fériés, là où pendant très longtemps on a laissé une retraite agricole où vous avez des gens qui travaillent toute leur vie, sans aucun arrêt, quand on est dans l'élevage ou d'autres secteurs, je ne sais pas ce que c'est qu'un jour férié ou un jour on s'arrête, et qui avaient des retraites catastrophiques. Et alors que la guerre en Ukraine entre dans sa deuxième année, plusieurs pays européens ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur soutien militaire à Kiev. L'UE a également promis davantage de munitions. À New York, les Nations Unies ont voté une écrasante majorité une résolution appelant Moscou à retirer ses troupes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il souhaitait que la Chine participe à la paix. David Vives de NTD nous en dit plus. Les premiers chars de combat Léopard de fabrication allemande sont arrivés en Ukraine. Le Premier ministre polonais a fait cette annonce vendredi lors d'une visite à Kiev. Il a dit que la Pologne enverra plus de Léopard ainsi que des chars polonais. Dans quelques jours, nous allons livrer de très bons chars, des PT-91. De même que 60 autres chars vont bientôt arriver en Ukraine. Le ministre danois de la Défense a annoncé que son pays était ouvert à l'idée d'envoyer des avions de combat à Kiev. Alors que le conflit s'enlise dans sa deuxième année, d'autres nations occidentales ont également déclaré qu'elles allaient accroître leur soutien à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite convaincue que les États membres de l'UE fourniront davantage de munitions à l'Ukraine. Cette annonce fait suite aux avertissements de Kiev selon lesquels ces forces, qui tirent jusqu'à 10 000 obus d'artillerie par jour, ont besoin rapidement de davantage de matériel. Nos États membres livrent des équipements militaires et nous nous tournerons vers les achats conjoints pour livrer du matériel militaire urgent à l'Ukraine, tels que des munitions de 155 mm. Il est tout aussi important de travailler avec notre industrie de la défense pour accélérer la production de ces munitions et d'autres équipements dont les forces ukrainiennes ont besoin. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a réagi vendredi avec réserve à une proposition chinoise de cesser le feu en Ukraine. Tout d'abord, la Chine n'a pas beaucoup de crédibilité car elle n'a pas été capable de condamner l'invasion illégale de l'Ukraine. Et elle a également signé, quelques jours seulement avant l'invasion, un accord entre le président Xi et le président Poutine sur un partenariat illimité avec la Russie.
La Chine a appelé vendredi à un cessez-le-feu complet dans le cadre d'un plan en 12 points pour faire face à la guerre. La Russie a salué l'initiative chinoise visant à résoudre le conflit. À la veille de l'anniversaire de la guerre, 141 des 193 membres de l'Assemblée générale de l'ONU à New York ont adopté une résolution appelant à une paix globale, juste et durable, et exigeant à nouveau que Moscou retire ses troupes et cesse les combats. La Russie avait qualifié la résolution de déséquilibrée et anti-russe. 6 pays ont rejoint la Russie pour voter non. Le Bélarus, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua et la Syrie. Pékin s'est abstenu lors du vote. La ministre française des Affaires étrangères a déclaré que la Russie était plus isolée que jamais. C'est la Russie, et la Russie seule, qui a voulu la guerre. Et sa guerre fait peser des risques sur la sécurité alimentaire mondiale, notamment dans les pays les plus vulnérables, tout comme elle a des conséquences négatives sur la plupart des pays du monde. Plus de guerre, plus de blocus, ni de tensions sur l'alimentation ou l'énergie. Le Conseil de sécurité a discuté de la guerre plus tard dans la journée de vendredi lors d'une réunion ministérielle. La Russie et l'Ukraine espèrent toutes deux renverser le cours du conflit par de grandes offensives ce printemps. Mais selon l'analyse des experts, le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale pourrait bien s'éterniser. Un an après l'envoi de troupes en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, Moscou et Kiev se préparent à des offensives qui pourraient ouvrir la voie à une nouvelle phase du conflit, potentiellement encore plus désastreuse. Un chercheur principal du groupe de réflexion Royal United Service Institute de Londres prédit que la future offensive russe échouera, mais il met en garde contre le fait que cela pourrait épuiser les ressources de l'Ukraine et la détourner de la préparation de sa propre contre-offensive à grande échelle. Une partie de la logique derrière la prochaine offensive russe est probablement de perturber la capacité de l'Ukraine à régénérer la capacité de revenir sur la contre-offensive. Ainsi, beaucoup de choses dépendront du nombre de réserves que l'Ukraine devra mettre en jeu et de l'augmentation du nombre de victimes pour stopper cette offensive russe. Selon Bronk, l'Ukraine dispose d'une fenêtre d'opportunité de 6 à 8 mois pour récupérer une plus grande partie de ses terres. Il note également que la Russie pourrait lancer une nouvelle vague de mobilisation pour recruter jusqu'à 500 000 soldats supplémentaires. La mauvaise issue, pour ainsi dire, c'est que l'Ukraine s'essouffle et ne soit plus en mesure de reprendre la plupart des territoires encore occupés avant que cette nouvelle vague de mobilisés et d'équipements industriels formés par les Russes ne commence à arriver à la fin de l'année. Et à ce moment-là, nous nous dirigerons, je pense, vers une impasse à long terme. Le Kremlin a insisté sur le fait que tout futur règlement politique doit inclure la reconnaissance de la Crimée, qu'il a annexée en 2014 comme faisant partie de la Russie, et l'acceptation d'autres gains territoriaux russes. Kiev a catégoriquement rejeté ces demandes et exclut tout dialogue avec Moscou, tant qu'elle n'aura pas retiré toutes ses troupes. Une ancienne responsable au Conseil national de sécurité des États-Unis voit peu de chances de parvenir à une solution négociée. Ce que nous voyons déjà ici, c'est que les Russes s'engagent sur le long terme. Ils n'ont pas l'intention de perdre. Tout dépend de leur définition de la victoire à ce stade particulier. Et l'Ukraine ne peut pas se permettre de voir la Russie annexer son territoire. Poutine et ses collaborateurs n'ont cessé de proférer des menaces nucléaires, avertissant l'Occident que l'objectif proclamé de la défaite de la Russie pourrait déclencher une réponse nucléaire. Mais Bronk ne s'attend pas à ce que la Russie ait recours aux armes nucléaires, arguant que cela se retournerait contre Moscou. La dynamique intéressante autour des armes nucléaires de leur ensemble est que la menace de leur utilisation est toujours un outil politique utile pour les Russes parce que nous y répondons toujours. Les utiliser réellement ne génère presque aucun avantage pratique et certainement rien pour compenser tous les coûts. Et alors qu'un décret visant à supprimer la liberté de religion est en vigueur en Russie depuis plusieurs années, la Cour européenne des droits de l'homme l'a officiellement qualifié d'illégal. Voici les détails avec notre journaliste Tiffany Meyer. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé illégale une interdiction russe qui dure depuis des années. Dans son arrêt du 31 janvier, la Cour s'est attaquée à l'interdiction par Moscou de certains documents d'information qui sont liés à la pratique spirituelle Falun Gong. Le Kremlin a émis cette interdiction en 2008 au moment des Jeux olympiques de Pékin. L'interdiction porte sur 4 documents, dont le livre principal de la discipline, intitulé Juan Falun. La Russie a également interdit 2 brochures qui présentaient cette pratique
et mettait en lumière les violations des droits de l'homme commises par Pékin, ainsi qu'une enquête sur les prélèvements forcés d'organes pratiqués par le régime chinois. Le prélèvement d'organes est connu comme faisant partie de la campagne de persécution de Pékin contre le Falun Gong. Lancée en 1999, elle vise à éradiquer cette pratique. Moscou a qualifié les 4 documents d'extrémistes dans son interdiction. Mais la Cour européenne juge que la restriction viole la liberté d'expression. Levi Braudi, directeur exécutif du Centre d'information sur le Falun Dafa, a salué la décision du tribunal. Il a déclaré au journal Epoch Times, je cite, « Nous reconnaissons que Moscou n'est pas le PCC », ajoutant, je cite, « Les autorités russes peuvent rectifier le tir et ne pas se plier aux exigences du PCC en supprimant la liberté de religion ». David Matas, avocat canadien spécialisé dans les droits de l'homme, a également commenté le jugement. Il est co-auteur du rapport que la Russie a interdit. Dans un courriel adressé à Epoch Times, il a comparé le régime de Moscou à celui de Pékin en disant, je cite, « Les oiseaux de même espèce se serrent les coudes ». Il a ajouté que les citoyens des 2 pays n'ont droit à la liberté d'expression que de nom. Matas a dit qu'il doutait que la Russie se conforme à la décision européenne, mais il l'a qualifiée de voie de la raison. La Russie s'est retirée du Conseil de l'Europe en mars de l'année dernière. Le Conseil comprend la Cour européenne des droits de l'homme. Depuis lors, Moscou a refusé de se conformer à tous les arrêts de la Cour. Le Falun Gong suit les principes fondamentaux de vérité, bonté, patience et comporte 5 exercices de méditation. La répression de la discipline par Pékin à l'échelle nationale se poursuit aujourd'hui en Chine. Les pratiquants du Falun Gong en Russie subissent également des pressions en raison de leurs croyances. De nouvelles restrictions sont imposées à TikTok. La Commission européenne a interdit aux membres de son personnel d'utiliser l'application de partage de vidéos sur leur téléphone professionnel. Et pour ceux qui utilisent leur téléphone personnel pour travailler, leurs appareils ne doivent pas non plus contenir l'application TikTok. Cette mesure toucherait plus de 30 000 employés. La Commission est le principal organe exécutif de l'Union européenne. Elle élabore des lois et gère les activités quotidiennes de l'Union européenne. La mesure vise à protéger la Commission contre les menaces et les actions en matière de cybersécurité qui peuvent être exploitées pour les cyberattaques contre l'environnement de travail de la Commission. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral ainsi que la plupart des États ont déjà interdit TikTok sur les appareils gérés par le gouvernement. Ils craignent que les données des utilisateurs ne tombent entre les mains de Pékin. TikTok est détenu par ByteDance, un développeur basé à Pékin. En vertu de la loi chinoise, les entreprises doivent remettre les données si les autorités le demandent. TikTok nie avoir transmis des données d'utilisateurs à Pékin. Elle se dit déçue de la décision de la Commission européenne. Le ministère américain de la Justice affirme que Google a délibérément et à plusieurs reprises supprimé les enregistrements des conversations que la plateforme s'était pourtant engagée à conserver. Le ministère américain de la Justice peut sanctionner Google. Selon lui, la plateforme a pendant des années utilisé un paramètre qui supprime automatiquement, après 24 heures, les messages dans les discussions sur des sujets sensibles. Ce paramètre peut être modifié pour sauvegarder les messages pendant 18 mois au maximum. Les discussions effacées seraient liées à la plainte antitrust déposée par le gouvernement contre le géant technologique. Google n'a pas fait de commentaires sur cette affaire. Et un chef-d'œuvre du peintre Peter Paul Rubens est de retour en Belgique après près de 2 siècles. Le tableau intitulé « Portrait d'un homme en Dieu Mars » devrait atteindre 28 millions d'euros aux enchères. Voici l'histoire de l'œuvre et de son auteur. Rubens est l'un des maîtres les plus éminents du style baroque. Il est né dans la région flamande de la Belgique au XVIIe siècle. C'est à l'époque de la contre-réforme catholique que Rubens se consacre aux œuvres religieuses et aux personnages politiques. Selon la maison de vente aux enchères, c'est la première fois que l'œuvre d'art revient en Belgique après 200 ans. Nous pensons que c'est unique dans l'œuvre de Rubens, mais cela fonctionne extrêmement bien. Vous avez cette apparence très martiale, avec ses bras très forts, et puis ce visage très doux, qui est de toute évidence un portrait, qui nous regarde droit dans les yeux, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont spéculé qu'il s'agissait d'un autoportrait, mais ce n'est pas le cas, il ne ressemble pas à Rubens, c'est le portrait de quelqu'un qu'il connaissait bien. Le tableau fait actuellement l'objet d'une tournée mondiale. Il sera exposé à Londres dans le courant de cette semaine, avant de se rendre à Hong Kong, à Taipei, puis à Los Angeles. En mai, il sera mis aux enchères à New York. Direction Florence maintenant, au baptistère de Saint-Jean plus précisément. Pour la première fois, les visiteurs ont la possibilité de voir de près les mosaïques
qui ornent le plafond de l'édifice en restauration en montant sur un échafaudage. Ils peuvent ainsi mieux admirer quelques 1000 mètres carrés de mosaïque. Andrew Thomas de NTD nous y emmène. Le dôme du baptistère de Saint-Jean à Florence fait l'objet d'un nettoyage en profondeur. Il s'agit de la première restauration des mosaïques depuis 1907. D'une hauteur de 30 mètres, l'échafaudage permet également aux visiteurs de grimper pour voir de plus près. C'est un chantier important qui va durer plus de 5 ans. Il sera donc en place pendant longtemps et nous ne pouvions pas, avec ce chantier, réduire la visibilité et l'appréciation de cette belle mosaïque de la voûte de plus de 1000 mètres carrés. Au contraire, nous devions faire de cette occasion une opportunité pour la rendre encore plus accessible. L'échafaudage a été conçu pour occuper le moins d'espace possible à la base. Le sommet est environ 10 fois plus grand que la base. De cette façon, les restaurateurs et les visiteurs peuvent atteindre tous les coins de la voûte. Le résultat a été de n'occuper que 63 mètres carrés du sol au profit d'un espace aménagé en hauteur pour les travaux, une surface praticable utile pour les travaux de restauration qui correspond à 10 fois la surface occupée au sol, donc environ 630 mètres carrés. Les travaux permettront de restaurer le fond doré et les couleurs vives des tesselles de verre. Ce dôme du XIIIe siècle en comporte 10 millions, des petits morceaux de verre et de céramique que l'équipe examinera dans un premier temps. Les mosaïques retrouveront la lumière parce qu'elles sont également nettoyées et donc tout l'aspect terne, notamment de la dorure avec la saleté de surface qui obscurcit et ternit quelque peu la dorure, brillera à nouveau. De la même manière, toutes les autres parties des autres tesselles de verre et de pierre, comme les tesselles blanches, retrouveront leur couleur et leur lumière car elles sont actuellement salies. Le coût total de la restauration est de 10 millions d'euros. Plus d'1,5 million de personnes visitent le baptistère chaque année. Les visiteurs peuvent voir de près les mosaïques du dôme depuis le 24 février. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.